Donc tout à l'heure, le président d'Agri-Idée a parlé de mariage entre agriculture et industrie. J'ai moi-même utilisé le terme de bioraffinerie. Alors, une bioraffinerie, par analogie à une raffinerie pétrolière, donc toute proportion gardée, c'est une usine ou un ensemble d'usines qui, sur un même site, transforme de la biomasse en divers produits. Et donc là, on va avoir deux exemples différents, donc de projets industriels, différents dans leur implantation territoriale, différents dans la biomasse utilisée et les marchés couverts, mais tous les deux qui illustrent ce concept de bioéconomie territoriale et circulaire. Donc j'invite à venir sur la scène donc Caroline Pettini et Geoffroy Delvinquier, donc d'Afiren et de Futero, qui vont vous présenter donc chacun à leur tour leur projet en 10 minutes, et ensuite on aura un court échange sur les problématiques qu'ils rencontrent. Donc je vous en prie, venez sur scène, et soit vous faites la présentation ici ou ici, comme vous le souhaitez. Voilà, le seul... Et c'est quoi, Caroline? Oui. Merci Sophie. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va essayer de... Voilà, rapidement, je vais essayer de vous présenter en quelques slides le projet d'Afiren, qui est donc effectivement, comme tu le disais, une bioraffinerie qui est installée dans la région Grand Est et qui transforme des coproduits agricoles. Donc Afiren, c'est déjà une PME, mais c'est aussi encore une start-up industrielle. Donc en fait, c'est une entreprise qui a été créée il y a 13 ans à Clermont-Ferrand, sur la base d'une technologie donc, de fermentation naturelle, pour transformer donc, des résidus de biomasse en molécules dont parlaient Sophie et Marie-Cécile tout à l'heure, des produits biosourcés, donc des produits chimiques biosourcés. Donc 7 acides organiques biosourcés sont fabriqués grâce à notre technologie. Aujourd'hui, on est 130 personnes employées donc, au sein d'Afiren sur 3 sites, un à Clermont-Ferrand, un à Lyon et un à Saint-Avold, donc là où est basée notre usine, la fameuse bioraffinerie donc, en Moselle. Depuis voilà, notre création, donc, on a levé 170 millions d'euros pour se financer et puis pour amener l'entreprise là où elle est aujourd'hui. Et cette usine, donc, elle représente une capacité de production de 16 000 tonnes par an. Donc voilà pour les grands chiffres clés. On est évidemment basé sur un modèle donc, de bioéconomie complètement circulaire et bas carbone. Donc le développement durable, la durabilité va pour nous être un élément très très important et dans notre façon de nous différencier et dans notre façon de nous développer. Donc je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de exactement qu'est-ce qu'on utilise et comment on le transforme et qu'est-ce qu'on fabrique. Donc on utilise des matières premières renouvelables. Notre technologie nous permet d'utiliser une grande variété de matières premières renouvelables. Pas tout, mais une grande variété de biomasse, ce qui nous permet de sélectionner et de choisir au niveau stratégique, d'utiliser que des résidus, que des coproduits. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça nous permet de limiter notre impact environnemental, de ne pas aller sur des conflits d'usage de terre, de ne pas aller sur la déforestation, etc. Et du coup, ça illustre, je pense, tout à fait bien cette fameuse complémentarité dont parlait Bernard Chaud des usages alimentaires et non alimentaires. Et donc, ça nous permet de ne pas être en concurrence directe avec l'alimentation humaine. Donc, on utilise différents types de biomasse qu'on transforme par fermentation pour donner donc, ces ingrédients qui sont fabriqués in situ. Donc, les 7 acides biosourcés sont fabriqués en même temps et on les sépare dans notre usine pour faire donc, 7 produits purifiés séparément. Tout ce qui rentre dans notre système est valorisé. Donc en fait on a nos 7 produits finaux, on a l'eau toute la fermentation se passe en milieu aqueux, c'est d'ailleurs de l'eau qui provient de la biomasse et qu'on peut recycler dans le système de production. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant au niveau de la préservation de cette ressource. Et on a un résidu solide qui reste à la fin, qui est un engrais qui est riche en potassium, qui a une valeur agronomique intéressante et qui donc retourne à la terre et est utilisable en agriculture biologique. Voilà, donc le procédé, alors j'aime bien rappeler que c'est un procédé biomimétique. En fait, on ne fait que reproduire à l'échelle industrielle un procédé qui existe dans le vivant, c'est la fermentation basique, l'acide acétique, ça n'a rien de très très nouveau. Voilà, donc on reproduit à l'échelle industrielle un procédé qui existe dans la nature, mais on le fait évidemment sous contrôle
des paramètres pour avoir une qualité constante. Les produits qu'on fabrique, donc c'est des produits 100% biosourcés avec une empreinte carbone 5 fois plus faible que les produits qui viennent remplacer, puisque aujourd'hui dans l'industrie, on utilise ces ingrédients dans de nombreuses applications et ils sont fabriqués à partir du pétrole à 99%. Donc ça, c'est un grand avantage pour nos clients. Donc justement, à quoi ça sert ces ingrédients et pourquoi est-ce qu'on fait des produits biosourcés? En fait, ces acides, ils ont des qualités antibactériennes, de conservation et même olfactives. Donc ils peuvent être utilisés soit directement comme ça, en tant qu'acide, soit ils peuvent être à nouveau encore transformés par une étape de chimie pour faire des dérivés. Et donc là, il y a une grande possibilité une grande diversité, je veux dire, de molécules, de nouvelles molécules possibles. Et on peut les utiliser dans des tas de marchés. Nous, les 6 marchés principaux qu'on sert, ça va être l'alimentation humaine. Pour le coup, on revient à l'alimentation. Donc, ces ingrédients qui sont utilisés pour notamment la conservation des aliments ou pour l'alimentation animale, mais aussi dans le domaine des arômes et des parfums, aussi dans les sciences de la vie. Dans les sciences de la vie, ce qu'on veut dire par là, nous, c'est par exemple applications cosmétiques, pharmaceutiques, même agriculture, hein, des molécules qui peuvent être utilisées pour des solutions de biocontrôle, par exemple, les lubrifiants et la science des matériaux. Et là-dedans, on va mettre tout ce qui est plutôt polymérisation. Ça peut être des petites molécules qui servent après à être des briques pour faire des polymères. Donc, voilà, une grande variété de marchés possibles, un très grand potentiel, et ça répond à une demande forte des clients de remplacer, d'améliorer leurs formules. Eux, ils ont déjà eu des trajectoires de décarbonation assez intenses et ambitieuses, et maintenant, ils en sont à travailler sur leur fameux scope 3, donc améliorer leurs approvisionnements de matières premières, et donc ils cherchent des solutions tout aussi performantes que ce qu'ils ont maintenant, mais qui soient basées à partir de renouvelables et pas de ressources fossiles, et c'est là qu'on répond à leurs demandes. Mais ils ne veulent pas remplacer les ressources fossiles à tout prix, ils ne veulent pas prendre du renouvelable pour dire de prendre du renouvelable, ils veulent prendre du renouvelable durable, du renouvelable dont on sait d'où il vient, comment ça a été fabriqué, avec une traçabilité. Et là aussi, on peut répondre à leurs demandes, puisque le modèle d'Afiren est basé sur des approvisionnements régionaux. Donc on a décidé de construire notre usine dans la région Grand Est. C'est évidemment un emplacement stratégique pour nous parce qu'on est au plus près de notre matière première, puisque cette première usine, elle fonctionne à partir de pulpe et de mélasse de betterave à sucre. Donc ça fait du sens d'être implanté dans cette région. Notre matière première, elle se situe dans un rayon de 250 km à peu près autour de l'usine. On est près de nos clients aussi, puisque notre usine elle a pour vocation à servir principalement des clients européens. Et puis voilà, dans la région, il y a quand même une dynamique industrielle très très forte. Donc autant de raisons qui font qu'on se trouve bien là-bas, tout simplement. Et puis, on est situé sur une plateforme industrielle. Donc ça peut paraître alors des fois un peu surprenant, parce qu'on est basé sur une plateforme industrielle qui au départ faisait de la chimie du charbon, ensuite de la chimie du pétrole, hein, donc c'est une plateforme pétrochimique, où il y a des petits nouveaux qui arrivent maintenant pour aider la plateforme à se transformer et faire de la chimie verte, donc c'est assez intéressant. Et voilà, donc ça a plein d'intérêt parce qu'il y a l'utilisation des flux, tous les avantages d'une plateforme industrielle où on va faire des synergies, des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'énergie, traitement de l'eau, de sécurité, etc. Et je ne veux pas non plus prendre trop de temps, je crois que j'ai terminé là-dessus. Voilà, donc je laisse la parole à Geoffroy pour pouvoir continuer. Merci Caroline. Donc Geoffroy, et c'est le bouton vert. Excellent. Bonjour à tous et merci en tout cas pour cette belle introduction sur la bioéconomie et son intérêt. Je représente pour ma part la société Footero, donc on est une société belge. Déjà de base, veuillez m'excuser s'il y a des 70 et des 90, je ferai un effort. On est une société qui est active depuis un peu plus de 30 ans dans le secteur de la chimie verte. Et on est parti d'un postulat de base, c'est qu'aujourd'hui, quasiment 100% des matières chimiques qui sont utilisées dans notre vie de tous les jours sont issues de pétrole. Et la question était de se dire comment les réinventer. Et l'idée, dans les années 90, quand a été développée la société, était de tout baser sur la lactochimie. Alors l'acide lactique, je ne sais pas si ça vous parle, s'il y a des coureurs ici, ça doit vous parler, les crampes.
Je vous rassure, dans nos usines, hein, ce n'est pas des ouvriers qui pédalent, ça serait un petit peu inhumain. C'est une bactérie qui produit cet acide lactique et qu'on va retrouver dans différents secteurs d'application. C'est un produit que vous mangez par exemple tous les jours. Vous mangez des yaourts, vous avez de l'acide lactique. C'est un conservateur d'origine naturelle. Mais cet acide lactique, il faut aussi considérer que c'est ce qu'on appelle un synthon, une molécule plateforme. Donc voyez ça comme un Lego et on peut en faire plein de choses. Et l'un des principaux secteurs d'application, c'est notamment la lactochimie dans le secteur du PLA, l'acide polylactique, donc c'est-à-dire un plastique 100% biosourcé. Donc aujourd'hui, Foutero, c'est un peu plus de 300 brevets, c'est 30 ans d'expérience, des activités notamment dans le secteur de la fermentation pour le marché de l'agroalimentaire, mais désormais et surtout dans le secteur dans le secteur plastique. On est le second plus gros producteur de PLA à l'échelle mondiale, 100 000 tonnes installées en Asie. Et le PLA, pour vous expliquer en quatre phrases choc, 100% biosourcé, industriellement compostable, recyclable par voie mécanique et chimique, et surtout un élément fondamental que dans les années 90 on n'avait pas en tête, c'était des micros et des nanoplastiques qui sont non persistants dans l'environnement. Aujourd'hui, pourquoi on est en France et pourquoi on est en Europe? Déjà de base, on est une société belge, donc une société 100% européenne, mais on porte également un projet d'investissement relativement conséquent de l'ordre de 500 millions d'euros, où on vise à implanter ce qu'on appelle entre guillemets entre nous la première bioraffinerie intégrée, durable et circulaire. Je vais vous expliquer cette notion de circularité qui est également très importante. Donc c'est 500 millions d'euros sur la zone industrielle et portuaire de Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie, 250 emplois directs jusqu'à 900 emplois indirects sur un site de 26,5 hectares. On partira d'environ 150 000 tonnes de dextrose, donc en fait c'est de l'amidon de blé qu'on a transformé simplement en sucre, pour faire monter 125 000 tonnes d'acide lactique et produire à terme 75 000 tonnes de PLA. Et pourquoi la circularité est un élément important? Si je vous ai dit que le PLA est industriellement compostable, c'est une réalité, ça a un sens et ça a un intérêt pour certaines applications. Mais nous, notre message aujourd'hui en Europe, c'est que la circularité se concentre également et se conjugue avec le recyclage. Et l'un des intérêts avec les matériaux biosourcés, c'est que pour certains d'entre eux, et même une grande majorité d'entre eux, on peut bloquer le carbone qui a été séquestré par les plantes dans des applications durables et les recycler. Donc là où on a entre guillemets une double captation du carbone, c'est-à-dire qu'on est sur des matériaux qui sont encore plus décarbonés que ce qu'on peut déjà trouver de base. Autre élément, comme vous le voyez, on est également très proche du secteur agricole. On a signé il y a quasiment plus d'un an, c'était le 11 avril pour être précis 2024, un partenariat avec la société coopérative agricole Tereos, qui a également une bioraffinerie sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine, qui utilise à peu près 700 800 000 tonnes de blé pour faire du bioéthanol. Eh bien, d'ici 2028, cette unité fera certes du bioéthanol, certes de l'amidon, certes du gluten et des fibres, mais également du dextrose, qui sera simplement approvisionné par pipe à notre usine, qui est située à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau, et sur lequel on pourra donc avoir ces différentes unités de fermentation d'acide lactique, de PLA, et les unités de recyclage. On nous demande en fait souvent pourquoi l'Europe. Parce que on a parlé certes qu'il y avait beaucoup de réglementations qui étaient très supportives pour l'énergie. Si aujourd'hui, d'un point de vue politique européenne et politique nationale, la notion de décarbonation de l'énergie est fondamentale, la notion de décarbonation de la chimie, de vous à moi, elle est antinomique. La chimie de base est composée de molécules carbonées. Donc il faut parler de défossilisation. Mais dans tous les cas, on a quand même écouté les messages, on va dire dans l'ensemble, plus que supportifs, que ce soit les communications, que ce soit les prises de position ou même la bioéconomie stratégie. Et ce qui nous a également convaincus, c'est l'aspect territorial. La France a clairement une carte à jouer, hormis le fait d'être une des plus grosses puissances agricoles européennes. On était sur un territoire aujourd'hui qui est en pleine transition. Pour vous donner un exemple, la zone de Port-Jérôme-sur-Seine s'est construite depuis 80 ans autour de la pétrochimie. Malheureusement, là encore, on est quasiment un an après cette annonce. La dernière unité sur place qui produisait du polyéthylène polypropylène, donc d'ExxonMobil, ferme. 650 emplois sont supprimés. C'est un désastre pour la collectivité. Également pour les emplois, bref, pour toute l'industrie. Mais par contre, on est quand même sur un secteur où les infrastructures sont déjà existantes. C'est-à-dire, vous êtes sur un site multimodal, avec des raccordements ferroviaires, maritimes, fluviaux et routiers classiques. Un système où déjà vous avez de la fermentation, Tereos, où vous avez également du plastique, Exxon certes, et des infrastructures logistiques. Vous êtes également sur un secteur où la main-d'œuvre est plus que qualifiée. La Normandie, on va dire le PIB de la Normandie est principalement drivé par les industries. Et également, vous avez un soutien local, que ce soit la feuille de route bioéconomie à l'échelle régionale, que ce soit la sélection et la vision qu'a eu le territoire et l'agglomération de se dire,
On a passé 80 ans, et on ne crache pas dessus, à se développer autour de la pétrochimie. Maintenant, il faut préparer le monde de demain. On est dans une phase de transition. Comment on sélectionne ça? Et le territoire a sélectionné que des projets qui vont dans ce sens-là. Vous avez le projet d'Air Liquide, première unité d'hydrogène. Vous avez le projet d'Eastman, première unité de recyclage chimique du PET. Et vous avez le projet Foutero, première unité européenne d'acide lactique, de lactide et de PLA, mais également de recyclage. Également, cet approvisionnement durable. Nous, comme l'a précisé Afiren, la matière première qui doit être utilisée dans la plupart des bioraffineries doit être produite localement. La Normandie et la France est l'un des plus gros producteurs de blé. Donc on partira d'amidon de blé qui sera produit en France et qui sera certifié comme durable. On parle donc d'une zone où, pour vous dire, pour la petite anecdote, le premier port exportateur de blé au monde, c'est Rouen. On est à 1 heure en bateau de Rouen. Évidemment, donc, comme on l'a dit, cette biomasse durable. L'autre élément, dont on a gentiment parlé, qui était la question des conflits d'usage, aujourd'hui, il faut considérer l'approche de la priorisation des biomasses, des usages de la biomasse. D'abord, la nourriture, ensuite les matériaux et la chimie, et enfin, le secteur des énergies. Ici, vous avez une présentation et une analyse qui a été faite par Nova Institute et l'Association européenne des bioplastiques, qui montre simplement les usages de la biomasse. Vous avez l'immense majorité qui est utilisée pour le bétail, le reste évidemment pour le secteur alimentaire, une petite portion pour le secteur du bioéthanol, ce qui représente tout de même 200 millions d'hectares, et les bioplastiques en 2022 c'était de l'ordre de 0,8 millions d'hectares, l'épaisseur du trait. Et en 2027 les prévisions restent encore à l'épaisseur du trait. Dans le cas de la France, on nous a posé la question, on est arrivé en France, on a dit ok, on va mobiliser du blé, mon Dieu, vous allez affamer les Français, vous allez retirer le pain de la bouche des Français pour faire l'image. Mais dans le concept, on s'est basé sur des données de France Agrimaire pour mesurer tous les usages du secteur agricole et notamment des usages du blé. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 0,79% de la production mondiale de blé. Et un autre élément fondamental, c'est qu'aujourd'hui, Tereos utilise une quantité X de blé pour faire son bioéthanol et ses autres activités. 2028, quand notre usine démarre, Tereos utilisera toujours X%. On n'aura pas augmenté les consommations, on aura simplement redirigé un flux qui va aujourd'hui vers le bioéthanol, vers un flux qui va demain vers le secteur de la chimie verte. Donc qu'apporte notre projet en tant que tel, et je pense même la bioéconomie au sens plus large, vous avez le Clean Deal récemment qui a été publié et qui montrait la situation désastreuse de la pétrochimie européenne et qui c'était peut-être l'occasion de réinventer notre secteur de la chimie. Quand on parle de compétitivité, quand on parle de souveraineté industrielle, c'est une des occasions, je pense, fondamentales pour l'Europe et pour la France d'investir dans ces technologies. Évidemment, la promotion de l'innovation européenne, si vous regardez la plupart des brevets qui sont déposés aujourd'hui dans la bioéconomie, ils viennent d'Europe. Une diversification des revenus agricoles dans un secteur de plus en plus incertain, avec un secteur du bioéthanol et de la bioénergie qui est voué à changer, diversifier ses systèmes d'approvisionnement, diversifier ses solutions de mise sur le marché, ça peut être également une solution à considérer. La réduction de la dépendance à l'égard des pays tiers, pour être honnête, aujourd'hui, toutes les capacités de bioplastique ne sont pas en Europe, elles sont en Asie, elles sont au Brésil, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine. En Europe, vous en avez très très peu, si ce n'est vraiment pas fondamentalement de notre échelle. Et toutes les matières biosourcées, en tout cas dans le cadre du PLA que vous utilisez, que vous retrouvez dans la vie de tous les jours aujourd'hui, sont importées. Évidemment, réduire la dépendance des produits pétroliers, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 chiffres. 100% des matières premières pétrolières sont importées. 56% vont dans le secteur de la chimie. Donc 56% de notre industrie dépend de pays tiers, là où on a de la biomasse disponible qui peut permettre de réinventer le secteur. Et également, évidemment, une création d'emplois locaux et le développement de compétences à l'échelle nationale et locale. Merci. 2 beaux projets que vous nous avez présentés. Comme je disais, donc on est un peu en avance de phase réglementaire. J'ai envie de vous poser à tous les deux la même question. De quoi vous avez besoin? Quelles sont vos problématiques actuelles pour plus développer l'usine qui existe et vous, la construction? Donc, pour vous, en premier, c'est à quelle problématique vous faites face actuellement? Alors, je ne sais pas si tu voulais... Hop là, voilà. Bon, je vous ai mis quelques textes, si vous avez envie de lire, sinon on va le faire à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un momentum qui est assez important, c'est que depuis plus de 10 ans, tu parlais de la stratégie bioéconomique qui datait de 2012,
Aujourd'hui, on est toujours dans cette phase de stratégie où on développe des stratégies, on parle de communication, on mentionne que c'est intéressant, que c'est important, que c'est résilient, mais il n'y a pas d'action concrète. Je vous prends l'exemple du Green Deal qui a été publié il y a 3 semaines, qui mentionne spécifiquement, je vous ai traduit, que pour s'éloigner des matières fossiles, il est vital, on parle bien de vital, d'imposer l'utilisation de matières premières recyclées ou biosourcées, en remplacement par exemple des matières fossiles vierges dans le secteur des plastiques. Là encore, une communication. Si vous regardez les réglementations, ce qu'on appelle les Market Pull Measures, donc en fait des objectifs d'inclusion, des objectifs de reconnaissance, on n'y est pas. Aujourd'hui, l'Union européenne ne crée pas d'opportunités claires et précises, d'opportunités marché pour notre secteur. Si pour l'énergie, comme je vous l'ai dit, 100% du pétrole importé qui est utilisé aujourd'hui, vous en avez 44% qui va dans l'énergie. Vous avez tout le système de la biométhanisation, des bioéthanols qui ont été subsidiés, où on a créé des marchés, où on a objectivé des taux d'inclusion dans le biodiesel, etc., etc. Ça, c'est des mécanismes concrets qui ont ouvert des marchés, qui ont ouvert des opportunités. Dans le secteur de la chimie, donc qui représente 56% de ce pétrole, aujourd'hui, la biochimie, il n'y a rien. Je vous prends un autre exemple, les écotaxes. Aujourd'hui, les écotaxes que vous payez, vous, en tant que metteur sur le marché, pour un emballage fait à base de matériaux biosourcés, donc fondamentalement, c'est le metteur sur le marché, mais qui va répercuter ce prix pour vous, consommateurs, quand nous allons acheter nos matières au supermarché, on paye plus cher de taxes pour les matériaux biosourcés que pour les matériaux pétrosourcés. C'est un non-sens écologique. Et ça, clairement, il y a un moment aujourd'hui où quand on considère les objectifs de décarbonation, les objectifs de compétitivité, le fait que la pétrochimie européenne soit fondamentalement dans une situation très complexe, et si on regarde sur le long terme, sur le déclin, soyons honnêtes, c'est une ressource qui est non renouvelable, une ressource qui est limitée dans le temps et qu'il faut utiliser de manière intelligente. Il y a un moment aujourd'hui où là, on peut switcher, mais il faut simplement des incitants. D'accord. Donc c'est l'illustration de politiques publiques qui sont incohérentes entre le discours et la réalité. Merci pour cette précision. Et pour Afiren, quel est le... Alors pour nous, j'ai voulu montrer trois gros défis qu'une bioraffinerie finalement de notre type pouvait rencontrer. Alors il y a toujours l'approvisionnement des matières premières, quand même ça reste un vrai défi pour les gens qui font de la bioéconomie. Est-ce qu'on a assez de biomasse disponible? Les chiffres semblent le montrer, et en même temps, il y a une crainte, voilà, de compétition, de mauvais usage, etc. Extrêmement important d'avoir quand même des politiques globales qui font du sens là-dessus, mais qui font du sens sans aller dans un purisme qui serait pas... Voilà, en fait, il faut vraiment être à la fois pragmatique, très vigilant sur l'impact environnemental, sur la capacité effectivement d'alimenter les personnes, et puis le juste revenu pour les agriculteurs. Donc ces sujets de disponibilité de biomasse sont fondamentaux, mais ne doivent pas devenir clivants, selon moi. Voilà, c'est super important. Donc évidemment, il y a quand même de la compétition un peu sur ces approvisionnements. Et j'allais dire, tant mieux que la biomasse... je veux dire, il y a ça peut être de la compétition que j'estime stimulatrice, voilà, donc saine, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est important pour ces appros, voilà, d'avoir de la visibilité sur le long terme, et ça, c'est pas simple, surtout que les cultures agricoles, quand même, sont tributaires de beaucoup de choses, et notamment des aléas climatiques, donc c'est pas simple. Maintenant, si on veut remettre en perspective ce risque ou ces défis, j'ai repris le chiffre que vous avez noté dans votre étude, Marie-Cécile et Sophie. Il n'y a que 0,5% du carbone qui est produit en France qui est utilisé pour la chimie. Ça rejoint exactement ce que disait Geoffrey, c'est-à-dire que quand même, voilà, on relativise le sujet, les ordres de grandeur, et on se rend compte qu'il y a largement de quoi faire et à optimiser sans forcément créer des nouveaux usages en fait des sols, nouvelle emprise sur les sols. C'est juste bien trouver les bons flux. Donc ça, c'est super important. Mais par contre, pour répondre à ce défi, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé en mode contractuel, effectivement, sur des contrats à long terme. Et ça se faisait pas beaucoup, en fait, dans ce milieu-là. C'est des choses qui commencent à arriver et qui nous semblent très saines. Voilà. Après, il y a des sujets de production, mais qui sont plus notre... voilà, hein, on a un outil industriel, il faut qu'on le fasse marcher. Le point important, c'est de passer à l'échelle, quoi. C'est le passage à l'échelle et de ne pas être sur du pilote, etc. Le passage à l'échelle, c'est ça aussi qui va nous permettre d'être rentable. Et donc, c'est là qu'on a aussi besoin de faire grandir notre outil industriel. Et après, ces matériaux, ces produits biosourcés, c'est d'arriver à les positionner sur le marché. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Geoffrey disait, mais c'est super important
que les gens comprennent ce que c'est que des produits biosourcés, à quoi ça sert, quels sont leurs bénéfices, avoir un peu d'incentive là-dessus et les différencier. Parce qu'en fait, un consommateur, quand il achète un produit, il ne sait pas si c'est fait à partir de pétrole ou à partir de renouvelables. Il ne peut pas faire la différence. Donc, il n'y a pas de choix conscient du consommateur. Donc là, il y a quand même un vrai sujet. Et après, je terminerai là-dessus, c'est le financement. Et là, c'est plutôt pas spécialement un problème de bioéconomie, c'est plutôt un problème de start-up. Voilà, financer des entreprises, prendre le risque du financement d'usines, c'est pas évident. Donc, on a quand même des super outils en France, ne nous plaignons pas. Il y a pas mal de capital risque. On a la BPI qui est quand même très impliquée et qui aide et qui investit de l'argent dans les usines pour réindustrialiser. Néanmoins, ça suffit pas. On a vraiment besoin et on voit bien que dès que les marchés frémissent et dès qu'il y a des tensions géopolitiques, tout le monde a tendance, voilà, à revenir sur des actions plus sûres, voilà. Et donc ce passage que j'appelle passer la fameuse vallée de la mort, c'est certes il faut lever des fonds pour financer une usine et après il faut lui faire atteindre sa rentabilité. C'est pas non plus simple. Donc voilà, tous ces sujets finalement à la fin, c'est des questions de réindustrialisation, de robustesse de nos usines, de résilience dans le temps. Et c'est valable pour le monde agricole, c'est valable pour les usines françaises et européennes. Et on voit bien que voilà, post-Covid, c'est un vrai sujet qui est arrivé, dont les gens commencent à vraiment prendre conscience. Et la bioéconomie, pour le coup, c'est vraiment une filière qui, certes, est mondiale, mais qui est quand même très ancrée dans les territoires et qui me permet de minimiser du risque, à mon avis. Pour le coup, voilà, c'est ça vraiment que je voudrais rappeler. Ça permet de minimiser du risque. Et donc, on a des challenges pour trouver des financements, mais il faut que les financiers comprennent que finalement, c'est des filières qui sont presque plus simples, en fait, que des filières pétrochimiques dont on a du mal à comprendre toute la traçabilité, etc. Et minimiser le risque financier, je pense que c'est un des meilleurs leviers aussi pour pérenniser. Mais voilà les défis. Merci, c'est un outil de résilience. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou... Oui. En sachant que Caroline a une contrainte, donc les questions qui sont pour Caroline doivent être prises maintenant. Voilà. Ouais, peut-être juste une question. Et puis on voulait aussi donner la parole à Pierre-Louis. Voilà, Pierre-Louis Guillot, qui représente le pôle de compétitivité B4C, Bioeconomy for Change. Est-ce qu'on a... Oui, on a un micro. Voilà, qui est un acteur incontournable de la bioéconomie et deux de ses adhérents sont sur scène. Merci Marie-Cécile. Enchanté. Je suis Pierre-Louis Guillot, donc je serai comme consultant au sein du pôle de compétitivité B4C. J'ai eu l'occasion de participer aux différentes réunions du groupe de travail qui ont conduit à cette note sur la bioéconomie territoriale. Donc pour dire juste quelques mots sur B4C, donc on est le pôle de compétitivité de la bioéconomie. On regroupe un réseau de plus de 500 adhérents sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits dérivés de biomasse. Donc depuis la production de ces biomasses en amont, qu'elles soient agricoles, forestières, marines, jusqu'aux différents débouchés alimentaires et non alimentaires, donc en couvrant toutes les thématiques de la chimie biosourcée, des matériaux et des bioénergies. On accompagne aussi, donc on agit comme un catalyseur pour dynamiser l'innovation dans la bioéconomie en connectant les acteurs tout au long de la chaîne de valeur, ceux qui qui produisent les biomasses et ceux qui les transforment, les premiers transformateurs, les ingrédientistes, les formulateurs et les utilisateurs finaux. Voilà. Et pour donner quelques exemples aussi de projets qu'on a pu accompagner, on a pu accompagner 5 projets flagship au cours des dernières années, dont le projet porté par Afiren, donc After Biochem en région Grand Est. Voilà. Merci beaucoup. Et je crois qu'on a quelques questions en ligne. Peut-être une question des gens qui sont connectés à distance, Gabrielle ? Oui, on a une question. Alors, comment aujourd'hui, devant le détricotage des réglementations et de la dérégulation, pouvons-nous conforter la place essentielle et vitale de la bioéconomie ? En 1 minute. Tous les deux. Mince. Ok. Écoutez, je pense que faut avoir une vision holistique des choses, mais tout revient fondamentalement à quelques réglementations qui doivent être considérées.
mais je répondrai peut-être avec une opportunité. Dans le concept, vous voyez quand même que les communications depuis plus de 10 ans autour de la bioéconomie restent très supportives. On parle pourquoi pas de mettre des taux d'inclusion, on parle pourquoi pas de reconnaître l'intérêt du biosourcé, on parle pourquoi pas de mettre en place des restrictions, des standardisations, etc. etc. Mais on ne met pas encore d'actions concrètes. Vous avez les États-Unis, à l'époque de Joe Biden, qui avaient mis en place des actions concrètes. Je vous prends encore l'exemple du bioplastique. Je vous prie de m'en excuser, ça reste notre activité principale. Vous aviez le Biotech Act aux États-Unis qui envisageait, par exemple, d'ici 2040, que 90% des plastiques qui soient produits aux États-Unis soient biosourcés. Depuis Trump, les choses ont changé et je pense qu'on est tous plus ou moins conscients que la bioéconomie aux États-Unis, c'est plus forcément la place pour investir. Par contre, là où vous avez le Biotech Act, vous avez la Bioeconomy Strategy Update qui vont arriver cette année. Vous avez des États membres qui ont pris des communications positives, dont la France d'ailleurs, qui ont été publiées il y a 2 ou 3 semaines. Le momentum est maintenant. Et à la limite, certes, vous avez déjà en Europe des acteurs de premier ordre comme Afiren, comme d'autres qui peuvent investir et qui investissent déjà et qui prennent le risque. Mais vous avez également beaucoup d'IP et beaucoup de connaissances qui peuvent partir des États-Unis et investir également en Europe. Donc le momentum pour réinventer le secteur de la chimie est aujourd'hui. Il faut simplement modifier certaines réglementations, les méthodologies de calcul de CO2 par exemple qui ne reconnaissent pas le carbone biogénique, mettre en place des taux d'inclusion de matériaux biosourcés dans certains emballages, dans certaines applications, dans les fibres textiles, mettre en place... Vous aviez la France qui avait mis en place le contrat de filière stratégique qui prévoyait par exemple de promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés dans l'approvisionnement public. Voilà, c'est des choses, mais pour le moment, ce n'est que des communications. On attend, je pense tous, des engagements pour ouvrir ces marchés. Un petit point pour la commande publique. Aux États-Unis, ça date d'il y a 20 ans. Hein, la commande publique avec la préférence produits biosourcés, c'est un programme dont ils ont fêté les 20 ans. Est-ce que tu veux mettre un... Après, moi, je ne fais que aller dans ce sens-là et abonder. On se base sur chaque petit sujet pour essayer d'expliquer ce qu'on fait et quel serait l'intérêt, quels sont les éléments de texte, parce que des fois, le diable se cache dans les détails. Donc, quand il y a un petit diable qui est caché dans un détail, voilà, ça, on essaye de le mettre en avant, de le faire remonter aux autorités pour faire lever ses freins, parce que généralement, c'est juste une maladresse. Mais pour tout ce qui est promotion, incentive et tout ça, ben voilà, on essaie de faire avancer les choses. Mais sinon, ben, on essaie juste de garder le cap et nous de continuer à avancer, en fait, sans dépendre trop de la réglementation, je dirais. Donc, l'enjeu, c'est aussi de convaincre les clients, les investisseurs, voilà, et d'assurer la résilience de notre filière. C'est pas simple, la réglementation est un élément important du marché, etc. Mais l'enjeu, c'est aussi de ne pas dépendre de ça uniquement et puis de continuer notre route, quoi. Parce que de toute façon, ça change assez souvent. Donc voilà, il faut qu'on assure notre propre stabilité, je dirais. Mais si le monde politique peut être facilitant, c'est toujours un plus. Non, mais carrément, voilà, bien sûr, on est bien d'accord. Eh ben, merci beaucoup. On a déjà pris un peu de retard, donc on va remercier nos intervenants. Donc je retiens pas assez d'incitations. Continuez malgré tout et on espère que les incitations vont être encore plus fortes et contraignantes peut-être pour la suite. Merci pour ces 2 témoignages très concrets en tout cas et vraiment basés dans les territoires.